C'est parti pour une exploration fascinante. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le décryptage d'un univers littéraire absolument mythique. Le but ? Décortiquer cette histoire avec une belle dose d'énergie et observer de très près comment une mythologie aussi riche a pu se transformer en passant des pages d'un roman à la lumière éclatante du grand écran. Ça s'annonce passionnant. La vraie question qui nous anime pour commencer, c'est comment fait-on pour prendre une héroïne littéraire iconique et la réinventer pour le cinéma ? C'est toujours super intriguant d'observer le parcours d'une œuvre complexe face à l'énorme machine hollywoodienne. Inévitablement, passer du texte à l'image, ça implique des choix tranchés, des coupes franches et des réinventions totales. Et pour vraiment comprendre l'ampleur de ces changements, il faut absolument replonger dans les fondations de l'histoire. Au programme de notre décryptage, d'abord les origines d'Annabeth Chase, ensuite la quête initiale, puis l'adaptation au cinéma, et pour finir, le grand face-à-face livre contre film. On y va! Première étape, on explore les origines d'Annabeth Chase. Alors, posons tout de suite les bases. Qu'est-ce qu'un sang-mêlé ou demi-dieu ? En gros, c'est l'enfant d'une divinité grecque et d'un mortel. Annabeth, par exemple, c'est la fille d'Athéna, la déesse de la sagesse, et d'un professeur mortel. Et d'ailleurs, elle est littéralement née des pensées de sa mère. Mais attention, être un sang-mêlé, ce n'est pas du tout une simple histoire de pouvoir magique sympa. C'est surtout vivre avec une cible géante collée dans le dos. Depuis la naissance, ces enfants émettent une sorte d'aura qui attire inévitablement les pires monstres mythologiques. Bref, une vie de danger absolu. Et pour Annabeth, le cauchemar commence super tôt. Imaginez un peu. Dès l'âge de 5 ans, alors que son père a refait sa vie, elle subit des attaques d'araignées terrifiantes en pleine nuit. Et pas n'importe quelles araignées. Ce sont des monstres envoyés directement par Arachné, la pire ennemie de sa mère. Le plus tragique dans tout ça, c'est que sa belle-mère refusait catégoriquement de la croire, pensant qu'elle inventait tout pour attirer l'attention. Forcément, ce sentiment d'isolement total et de danger permanent, dans sa propre chambre, ça pousse une jeune fille à prendre des décisions radicales. À partir de là, tout s'accélère à une vitesse traumatisante. À seulement 7 ans, intimement persuadée que sa famille la déteste, elle fugue. 7 ans, avec juste un petit marteau pour survivre dans la rue. Heureusement, quelques mois plus tard, elle tombe sur Luc Castellane et Talia Grace, 2 autres demi-dieux en fuite. Ils deviennent immédiatement sa vraie famille de cœur. Luc jure même de la protéger, quoi qu'il arrive. Mais cette course désespérée pour la survie se termine sur une note extrêmement sombre. Pour qu'Annabeth et Luc puissent franchir la frontière magique de la colonie des Sang-Mêlés, Talia sacrifie héroïquement sa propre vie face au monstre d'Hadès. Maintenant, il faut savoir que dans cet univers, chaque grande figure possède un talon d'Achille, ce qu'on appelle un défaut fatal. Pour Annabeth, forgée par cet abandon et cette survie extrême, c'est l'hubris. C'est un orgueil démesuré. Au fond d'elle, elle est intimement convaincue qu'elle peut absolument tout construire, tout diriger et tout réparer mieux que n'importe qui d'autre. Et c'est hyper important de copter ça parce que c'est le moteur de toutes ses décisions face aux dieux. C'est cette fierté viscérale qui nourrit son rêve absolu, devenir l'architecte qui rebâtira le grand mont Olympe. On passe à la suite, la fameuse quête initiale. Alors, voyons comment la grande aventure démarre. L'arrivée fracassante de Percy Jackson vient totalement bouleverser le quotidien du camp. Après avoir survécu un Minotaure, bam, il est revendiqué par Poséidon. Le gros souci, c'est que l'éclair de Zeus a été volé et le monde frôle la guerre civile divine apocalyptique. Annabeth saute sur l'occasion pour faire ses preuves et embarque Percy et le satyre Grover dans un road trip ultra dangereux vers les enfers. Et la révélation finale est dingue. Ce n'est pas du tout Hadès le coupable, c'est Arès, le dieu de la guerre, lui-même manipulé en douce par le pire méchant possible, le titan Chronos, coincé au fond du Tartare. Troisième étape, l'adaptation hollywoodienne. Faisons un grand bond jusqu'en 2010. C'est le réalisateur Chris Columbus qui hérite de l'énorme responsabilité de porter cette épopée mythologique sur grand écran. On parle d'un projet hyper ambitieux, avec des moyens gigantesques et un casting bourré d'étoiles. Pierce Brosnan, Sean Bean, Uma Thurman. Hollywood a vraiment sorti l'artillerie lourde pour donner un visage aux dieux de l'Olympe. Et le pari financier s'est avéré largement gagnant. Avec plus de 226 millions de dollars récoltés au box-office mondial, le film a prouvé sans aucune hésitation que la mythologie grecque modernisée possédait un pouvoir d'attraction colossal. D'un point de vue purement commercial, la mission de créer un divertissement grand public et international a été une réussite incontestable. Par contre, du côté de la réception critique, on est face à un clivage parfait. 49% de retours positifs, 51% négatifs. Ça montre de manière super intéressante que, même si le format grand spectacle a bien trouvé son public, il y a eu une sacrée friction concernant les libertés artistiques prises par rapport à l'œuvre d'origine. Ce qui nous mène directement à notre dernière partie, le face-à-face, livre contre film. Dès la première seconde, la différence crève l'écran. Dans le roman, Annabeth a 12 ans, des cheveux blonds cendrés et des yeux gris orageux. Mais au cinéma, on a une actrice brune et surtout, l'âge de tous les protagonistes est poussé à l'âge du lycée, donc environ 15 ou 16 ans. Et ça change complètement la donne.
Des gamins de 12 ans terrifiés qui fuient des monstres mythologiques, ça ne dégage pas du tout la même vulnérabilité émotionnelle que des adolescents bien plus âgés et robustes. L'autre changement énorme, c'est l'accélération des relations. Le livre opte pour un rythme très lent. Les deux héros commencent comme des alliés stricts, ils apprennent difficilement à se faire confiance, et ça s'étale sur des années. Mais le format film, lui, prend un vrai raccourci. Il installe immédiatement une forte tension romantique, très palpable et soulignée dès leur toute première scène ensemble. L'ambiance est totalement différente. Et l'histoire elle-même a été profondément secouée. Par exemple, Chronos. Dans les pages, son ombre maléfique plane non-stop sur l'intrigue. Dans le film, il est juste mentionné en coup de vent. Même chose pour les objets magiques comme les perles. Poséidon les offre gentiment dans le roman, alors qu'il faut aller les arracher physiquement à Perséphone au cinéma. Et la cerise sur le gâteau, le grand combat final contre le dieu Arès est complètement évaporé, remplacé par une bataille contre l'Hydre, qui n'apparaît normalement que dans la suite de l'histoire. En fait, l'accumulation de toutes ces coupes crée une aventure totalement distincte. Des personnages centraux disparaissent, pas de Clarisse, pas d'Arès. C'est quand même fou d'enlever littéralement le dieu de la guerre dans une histoire où la guerre est imminente. Ensuite, Luc perd sa fameuse cicatrice au visage et semble bien plus jeune que ses 19 ans, effaçant une partie de sa prestance de grand frère. Et puis, l'élément déclencheur d'Hadès est inversé. Au lieu d'avoir des héros qui partent de leur propre initiative vers les enfers, c'est carrément Hadès qui déboule avec perte et fracas à la colonie pour exiger l'éclair, forçant un peu la main au destin. Finalement, en observant cette mythologie si dense et sa réinterprétation à grand spectacle, ça nous laisse avec une vraie question en or. Quel est le secret de l'adaptation parfaite? Est-ce qu'un film doit absolument rester une copie conforme du texte, quitte à être peut-être moins digeste au cinéma, ou bien sa mission, c'est de prendre le large et de proposer un divertissement indépendant, même s'il faut sacrifier l'ADN d'origine? C'est le genre de débat enflammé qui a encore de beaux jours devant lui.